Assas Podcast. Question d'État, Olivier Beau. Bien, bonjour, Olivier Beau. J'anime une autre émission de podcast d'Assas sur le thème de la fin de vie, thème qui est d'actualité. Et j'ai la chance de pouvoir discuter avec deux spécialistes de cette question que je vais brièvement présenter. D'abord, Martine Lombard, qui est professeur émérite de droit public de cette université de Paris Panthéon-Assas et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'ultime demande », avec comme sous-titre « L'aide à mourir paisiblement, une liberté à notre portée », qui est paru en 2022 chez les éditions Liana Lévy. Et François Blot, qui est médecin réanimateur, qui est président du comité d'éthique à l'Institut Gustave Roussy et qui a publié lui aussi un livre qui s'intitule « Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir ?» paru chez l'édition Hermann en 2023. On va tout de suite commencer par un document d'actualité qui est un discours du président de la République, Emmanuel Macron. Je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, qui avec leur conférence des présidents auront à faire ce travail transpartisan, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Bien, donc, je vous demanderai de réagir à cette déclaration officielle du président de la République qui annonce donc un futur projet de loi sur cette question de la fin de vie. Martine Lombard, si vous voulez bien. Oui, c'est une déclaration positive, en ce sens qu'un projet de loi est annoncé. Certes, il tarde d'ailleurs, parce qu'il était annoncé pour la fin de l'été, donc avant le 21 septembre dernier, et maintenant il est annoncé pour avant l'été prochain. Mais le principe qui est fort est qu'il y aura une loi sur l'aide active à mourir. Alors pourquoi faut-il une loi ? Parce qu'en l'état, le fait d'aider quelqu'un à mourir, par exemple en lui tendant un verre contenant une substance létale, est qualifié par la Cour de cassation de meurtre. Donc il faut absolument qu'une loi puisse permettre aux médecins de faire de façon non clandestine une aide à la loi, car il y en a déjà beaucoup d'aides à mourir, mais souvent, enfin toujours en fait, clandestines. C'était d'ailleurs le bandeau qui entourait mon livre, la réponse passera par la loi. Donc vous êtes satisfaite de ce principe en tout cas ? Je suis satisfaite de l'annonce, je ne suis pas satisfaite du tout du report constant du passage à l'acte effectif et je ne suis pas complètement satisfaite de ce qui commence à se fuiter de ce que pourrait être le projet de loi futur. On va y revenir. François Blot, est-ce que vous voulez réagir à cette première déclaration, à cette annonce d'un projet de loi ? Oui, l'annonce du président Macron suivait la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui avait établi deux grands ordres de travaux, l'un étant un quoi qu'il en soit, c'est-à-dire un socle qui était, par lequel on devait absolument passer, qui était le renforcement de l'accès aux soins palliatifs en France, qui effectivement, cet accès est insuffisant, cet accès n'est pas suffisamment égalitaire entre les personnes, entre les spécialités, entre les régions, etc. Et la deuxième partie, effectivement, était celle sur l'aide active à mourir. Et c'est le sujet dont on parle plus particulièrement aujourd'hui. Il faut vraiment bien différencier les deux. Et il y a souvent un amalgame qui est fait dans les oppositions qui sortent contre le recours à l'aide active à mourir, qui est de dire que ça s'oppose aux soins palliatifs. Absolument pas. Les soins palliatifs, quand bien même seraient-ils optimaux en France, avec toutes les régions couvertes, actuellement il y en a 20 qui n'ont pas d'unité fixe, et quand bien même y aurait-il des unités mobiles partout, etc., nous aurions toujours des angles morts, des cônes d'ombre importants dans les situations médicales qui se présentent. Ce qui existe actuellement ne couvre pas et ne couvrirait pas, avec des soins palliatifs même optimaux, l'ensemble des situations. Par exemple, des patients qui ont des maladies neurodégénératives avancées et qui savent quelle va être leur issue, malheureusement fatale et dans de très mauvaises conditions qu'ils connaissent par cœur, ceux-là ne sont absolument pas couverts actuellement par la médecine telle qu'elle se présente.
des patients en situation très avancée de cancer peuvent avoir besoin de soins palliatifs et souvent ont besoin, mais peuvent au bout d'un moment ne plus en bénéficier. Ce qui existe avec la sédation profonde et continue, on y reviendra sans doute dans l'émission, actuellement ne couvre que du très court terme et encore de façon très imparfaite et en étendue et en dosage, si je puis dire, de cette sédation profonde et continue. Donc il y a toute une série de choses qui ne sont pas couvertes et ne le seraient toujours pas, quand bien même les soins palliatifs seraient-ils absolument parfaits en France. Merci. Ça correspond à ce que vous écrivez dans votre livre, Martine Lombard. Vous parlez des impasses du palliatif. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, justement, qu'est-ce qui manque dans l'état de la législation actuelle, justement, sur ces questions? Oui, ce qui manque, c'est le concept même de souffrance réfractaire. Des souffrances réfractaires dont le Comité consultatif national d'éthique a reconnu dans son avis rendu public en septembre 2022, un avis qui a changé beaucoup la perception qu'on a de ce problème. Ce sont des souffrances, donc, auxquelles on ne peut remédier ni par des soins curatifs, ni par des soins palliatifs. Ce qui explique que, comme le cite le Comité consultatif national d'éthique, je dirais peut-être CCNE la prochaine fois, même dans des services de soins palliatifs, il existe un pourcentage, 3%, ce n'est pas énorme, mais il existe malheureusement un pourcentage de malades qui demandent à bénéficier d'une aide active à mourir. Contrairement à ce que l'on dit parfois, les soins palliatifs ne peuvent pas tout. Il y a des situations qui leur échappent. Donc, aurait-on en France des soins palliatifs partout, comme je le souhaite ardemment, nous aurions encore un problème d'aide active à mourir nécessaire pour certains patients. Donc, si je comprends bien, tout à l'heure, vous avez parlé de l'arrêt de la Cour de cassation. Ce que vous proposez, ou ce que d'autres proposent, qui sont de votre avis, c'est de décriminaliser l'aide à mourir. C'est ça? Oui, et c'est bien l'aide à mourir. Donc, il faut la dépénaliser, mais selon des conditions strictes. Parce que moi, je m'inspire beaucoup de la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, tant dans l'arrêt Haas en 2011, Gross en 2013, ou dans l'arrêt Mortier, qui est le plus intéressant sans doute, du 4 octobre 2022, précise qu'une loi peut effectivement dépénaliser, y compris l'euthanasie, dit-elle, mais de façon conditionnée. Donc elle peut, sans méconnaître du tout le droit à la vie, proclamé à l'article 2 de la Convention, dépénaliser, encore une fois, l'aide active à mourir, mais de façon conditionnée, en posant des conditions à la fois de fond et de procédure, et des conditions qui sont très importantes. La première des conditions, c'est que cela doit répondre, la Cour y insiste vraiment, à une demande faite par le malade, une demande libre et faite en connaissance de cause, c'est-à-dire notamment en connaissance de l'existence des soins palliatifs et de ce qu'ils pourraient apporter. Ça, je m'adresse à François Loub, c'est peut-être déjà dans le projet de loi, il y a l'article 12 qui énumère, ou l'article 11 qui énumère assez précisément les conditions de l'aide à mourir. Ou est-ce que je me trompe concernant le... Oui, alors les conditions pour l'instant sont encore assez floues dans ce dont on dispose. J'aurais voulu revenir sur ce que disait Martine Lombard sur les souffrances réfractaires et le fait que l'on soit déjà en situation de prise en charge palliative. Effectivement, il reste un petit pourcentage, mais un pourcentage quand même dans notre pays de personnes qui sont dans des unités de soins palliatifs et qui n'ont pas une couverture complète de leurs souffrances physiques, psychiques ou existentielles. Même si il faut vraiment rendre justice aux soins palliatifs qui n'existaient pas il y a 25 ou 30 ans, il y a eu des progrès absolument énormes de fait dans ce domaine-là. Avant, on mourait très très mal et très vite. Maintenant, c'est plus long. Et puis, dans les pays qui ont légalisé l'aide, la possibilité d'avoir recours à l'aide active à mourir, beaucoup de personnes qui la demandent et qui l'obtiennent dans les pays qui ont légalisé sont déjà prises en charge par dans des unités de soins palliatifs ou par des praticiens de soins palliatifs. Et pour rebondir aussi sur ce que dit Madame Lombard, je pense que c'est un changement de vision que l'on se doit de faire entre la vision médicale ou ce qui serait considéré bon et juste d'administrer par le praticien, qui lui permettrait de mettre le curseur là où il l'entend sur ce qu'est une souffrance réfractaire, oui, tu souffres assez ou non, tu ne souffres pas assez pour, et ce qui est, et ce vers quoi on doit tendre, la demande effectivement libre de la personne. On pourra rediscuter de sommes-nous réellement libres, etc. Mais pour autant,
malgré tout, au bout d'un moment, il y a quand même des choses qui sont récurrentes, répétées, stabilisées, dites de façon tout à fait consciente et sans pression extérieure par des personnes qui demandent à avoir accès à cette aide active à mourir. Et ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, que la médecine fasse preuve d'humilité et sache s'effacer devant quelque chose qu'elle pourrait considérer elle-même, ou nous en tant que médecins, comme n'étant pas complètement réfractaire ou encore accessible à tel traitement. Et si le patient nous dit, la personne malade nous dit « Non, pour moi, je n'en suis plus là, je ne veux plus de ce que vous me proposez, ou je n'en veux pas du tout », ça doit pouvoir s'entendre. D'accord. Peut-être poser une question dans le prolongement de ce que vous avez dit sur les raisons de la législation. Il y a des raisons, si on peut dire, techniques. La législation actuelle ne permet pas de satisfaire cette demande d'aide à mourir de la part de certains patients. Mais dans votre livre, Faut-il légaliser l'aide à mourir ? Dans la conclusion, vous invoquez aussi ce que vous appelez, un terme assez fort, le modèle d'agonie, un modèle inédit d'agonie, c'est-à-dire que les conditions sociales ont complètement changé, révolutionné la façon de percevoir la mort. Est-ce que vous pouvez en développer davantage sur ce point qui éclaire une sorte de l'arrière-fond de ce débat, qui n'est pas seulement un point technique sur l'aide à mourir, mais sur la question tout à fait nouvelle de la mort dans les sociétés contemporaines, qui essayent de la rejeter à l'extérieur de la société? Oui, et je peux expliciter, je vais essayer d'être extrêmement rapide. C'est une question probablement qu'on ne se serait pas posée, celle que l'on pose actuellement, avec autant de force et de virulence il y a 50 ans. Quand on était malade dans les années 50, 60, 70, où apparaissaient tout juste les antibiotiques, la dialyse, la réanimation, les traitements cardiaques, on faisait un infarctus, pas deux, on faisait un cancer, pas deux, et on mourait la plupart du temps assez vite et assez mal de ces pathologies-là, qui sont quand même maladies cardiovasculaires et cancer, les deux premières causes de mortalité en France. Depuis, la médecine a fait énormément de progrès. Tant mieux, grâce lui soit rendue, et on ne peut tous que se féliciter d'avoir des chimiothérapies dans le cancer qui fonctionnent beaucoup mieux, des traitements qui permettent de guérir ou en tout cas de stabiliser des infarctus même multiples, etc. Donc on a une réanimation qui fait beaucoup de progrès, de la greffe d'organes, etc. Donc vraiment, on a repoussé les limites de la survenue de la mort, de sorte que nous ne sommes jamais finalement, nous les médecins, à court de quelque chose. Et heureusement, d'une certaine manière, encore une fois, c'est bien que la médecine fasse des progrès, sauf que peut-être au bout d'un certain temps, elle arrive à un stade où elle arrive à guérir organe par organe, mais où elle peine à prendre en charge la totalité du vécu de la personne qui cumule des pathologies, qui en souffre plus ou moins et de façon plus ou moins évolutive, dont la situation se dégrade progressivement. La médecine, au cas par cas, règle effectivement les points, mais on a du mal à se parler entre nous. Donc souvent, on fonctionne chacun dans notre couloir comme les athlètes et on ne voit pas forcément qu'à côté, ça n'a pas de sens. Et donc effectivement, on a maintenant des fins de vie et donc des agonies qui peuvent durer longtemps avec des traitements supplétifs qui contrôlent plus ou moins le problème respiratoire, plus ou moins le problème rénal, plus ou moins le problème de la douleur ou de l'anxiété, etc. Donc on a à chaque fois une solution à proposer, mais est-ce que cette solution, au final, elle permet d'englober le poids total que subit le patient? Probablement pas. Et c'est vrai qu'il y a un virage, Foucault en avait parlé il y a bien longtemps déjà, entre les périodes antiques où entre le faire vivre et laisser mourir et que nous vivons actuellement et l'inverse des époques médiévales par exemple, on est rentré dans quelque chose où on a toujours la possibilité de faire vivre. Eh bien, la question est de savoir aussi comment est-ce qu'on permet de mourir mieux. Martine Lombard, est-ce que vous voulez souhaiter compléter ce propos? Je trouve ça intéressant d'ailleurs. Non, je trouve ça très intéressant car c'est effectivement cette hyper-médicalisation de la fin de vie qui crée véritablement ce problème, et surtout dans les pays occidentaux d'ailleurs. Parce que si l'on regarde ailleurs, en Afrique par exemple, on ne se pose pas tellement la question. Mais dans les pays occidentaux, on est arrivé grâce à certains progrès, oui, de la médecine, à une hyper-médicalisation, de telle sorte que la personne est là, toujours là, mais qu'en fait, elle voudrait mourir, parfois. Il faut à un moment savoir s'arrêter. Alors, peut-être pourrait-on évoquer le laisser mourir, car à un moment, il faut effectivement laisser mourir.
Alors, on va Et peut-être pas justement écouter je pense, un avis un peu divergent, parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous les deux partisans de cette reconnaissance de l'aide active à mourir. Et donc, je vais faire passer un extrait sonore d'une interview de M. Hirsch qui, je crois, sur Europe 1, réagissait à l'avis du Comité national d'éthique qui a été cité tout à l'heure de 2022, qui marque une césure. Donc si on peut entendre cette intervention de M. Hirsch, et je vous ferai réagir à cette intervention. Pourra-t-on bientôt en France abréger sa vie quand on souffre trop ou que l'on redoute une fin douloureuse? Le Comité consultatif national d'éthique a rendu hier un nouvel avis sur la fin de vie. Il est plutôt favorable à une insistance au suicide de manière encadrée. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. Vous avez beaucoup écrit sur la fin de vie. Je vais citer deux de vos ouvrages. Faut-il autoriser l'euthanasie, paru chez First, et un livre également sur Vincent Lambert, une mort exemplaire, point d'interrogation. Vous posez la question, c'est aux éditions du Cerf. Beaucoup de questions parce que ce sujet touche à l'intime, à notre rapport à la mort et peut-être plus encore à la souffrance. Peut-être pour commencer, afin de clarifier les termes, on parle d'assistance au suicide et non d'euthanasie. Quelle est la différence, Emmanuel Hirsch? Là, c'est d'aide active à mourir. Donc il ne faut pas qu'on soit dans la périphrase. Il s'agit d'euthanasie, qui est distinct d'ailleurs du suicide médicalement assisté, c'est-à-dire un médecin serait amené à injecter un produit qui aurait pour conséquence la mort de la personne. Ça, c'est l'euthanasie. Ça, c'est l'acte euthanasique. Alors, lorsque vous regardez les différentes législations, puisqu'on en est à notre 5e législation, on a été, avec la loi Leonetti de 2005, pour une option déjà très importante, c'est pour éviter la souffrance, on donne à la personne un certain nombre de produits qui peuvent abréger son existence, mais sans l'intention de donner la mort. C'est toute la distinction entre le faire mourir et le laisser mourir. Bien, merci. Je vais demander à Martine Lombard de réagir, parce que là, on entre effectivement dans le dur, si on peut dire, dans les concepts. Donc, la juriste que vous êtes, vous allez nous éclairer sur le sens de ces concepts et la façon dont Emmanuel Hirsch, d'ailleurs, les utilise. Oui, je vais réagir notamment à l'utilisation du mot euthanasie. Le mot euthanasie est le mot préféré des opposants à toute aide active à mourir, parce que il signifie effectivement le fait de donner volontairement la mort à autrui. Ce mot, même s'il est euthanatos, donc une bonne mort est-il évoqué, ce mot est lu d'un aspect essentiel qui différencie l'euthanasie belge, par exemple, et l'euthanasie nazie. Ce qui est éludé, c'est que cela répond à une demande claire, répétée, constante du malade. Et c'est pourquoi maintenant on parle d'aide active à mourir, car l'aide active à mourir sous-entend clairement qu'il s'agit de répondre à une demande du malade. Tandis que euthanasie permet de mettre dans le même sac l'euthanasie, encore une fois, telle qu'on l'a pratiquée en Belgique et telle qu'on l'a pratiquée à la période nazie en ayant quand même exterminé 80 000 personnes. Pour des raisons d'eugénisme. Pour des raisons d'eugénisme. Là aussi, il y a un « e », mais ça ne suffit pas à garantir que les choses se passeront bien. Alors, ensuite, sur la différence entre laisser mourir et faire mourir. Elle existe et, par exemple, elle est au cœur de la loi Leonetti de 2005. La loi Leonetti crée un équilibre que l'on pouvait estimer, en théorie, satisfaisant, en ce sens que le malade pouvait refuser, il peut refuser ce qu'il considère comme de l'obstination déraisonnable, et la loi prévoyait, en contrepartie, que le médecin devait sauvegarder la dignité du mourant. Sauvegarder sa dignité, cela veut dire donc que toute douleur doit être prévenue, prise en compte et traitée. À la lire, c'est parfait. Malheureusement, ce n'est pas parfait, parce que pour une part, c'est une fausse promesse. Dans un certain nombre de cas, ça se passe bien. Dans un grand nombre de cas, même dans la majorité des cas. Mais il y a les cas dont on parlait tout à l'heure, dont parlait le docteur Blot, qui sont ceux des souffrances qui échappent, en fait, à la volonté du médecin de les apaiser. Des souffrances pour lesquelles la seule façon de réagir, disait le Comité consultatif national éthique, est de faire perdre conscience aux malades. Et c'est pour ça qu'a été créée la loi du 2 février 2016, la loi Claes-Leonetti. Faire perdre conscience par une sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Mais quelqu'un comme Emmanuel Hirsch, par exemple,
dénonçait déjà cette loi comme allant trop loin. Il l'a d'ailleurs dans l'interview que vous évoquez, après l'avis du CCNE, il disait que cette loi avait déjà été une compromission. Et souvent, il utilisait le mot d'euthanasie lente. Donc, a fortiori, il est très hostile à toute forme d'aide qui prendra en compte non seulement les malades qui vont très naturellement mourir dans quelques heures ou quelques jours, ce que vise la loi Claes-Leonetti, mais aussi les malades qui pourraient vivre encore quelques semaines, quelques mois, voire une année, par exemple. Donc il est viscéralement opposé. Encore une fois, cette distinction a été critiquée, non pas tant par moi que par le Conseil d'État, qui considère qu'en analysant la loi de 2016, on pourrait lui donner une interprétation beaucoup plus forte que celle que lui donnent ceux qui veulent absolument séparer le laisser mourir et le faire mourir. Et le Conseil d'État, en caractère grave, je veux dire, dans une étude de 2018, soulignait que pour un médecin, ne pas partager l'intention du malade qui, lorsqu'il demande une sédation profonde et continue jusqu'au décès, veut mourir, ce serait déjà éthiquement grave. Et puis le Conseil d'État, là aussi en caractère grave, soulignait le caractère déraisonnable de la longueur de la sédation profonde et continue et l'absurdité, je cite ces mots, d'une situation dans laquelle le mourant n'en finit pas de mourir. Docteur Bleu, est-ce que vous pouvez prolonger ou compléter le propos ? Oui, effectivement, il est vraiment important de bien nommer les choses et malheureusement, je trouve que Emmanuel Hirsch, comme beaucoup, n'échappe pas à la tentation des amalgames. En citant périphrases, en disant finalement on ne parle que d'euthanasie. Soyons clairs, il y a différentes entités. La première, et au début de mon livre, je fais un lexique qui permet de comprendre les choses, mais on est plein à l'avoir fait. On parle globalement d'aide active à mourir, ce qui suppose effectivement une demande de la part du patient. Dans l'aide active à mourir, il y a deux manières de procéder, sur lesquelles on peut discuter de la sémantique, du caractère maladroit de certaines terminologies, certes, mais première manière, le suicide assisté, c'est-à-dire que on fournit à la personne les moyens de s'auto-administrer telle substance, soit en la buvant, soit éventuellement en poussant, en appuyant sur un bouton qui provoque l'injection. Et l'autre manière d'accéder à l'aide active à mourir, cette deuxième partie, c'est là effectivement l'euthanasie, et il n'y a pas d'euthanasie active ou passive, il y a une euthanasie tout court qui effectivement doit être rattachée au modèle belge et surtout pas à d'autres choses beaucoup plus scabreuses, et qui là consiste à ce que ce soit un professionnel de santé, en l'occurrence un médecin, qui lui-même administre la substance létale. Là encore, à la demande de la personne. Donc ça c'est absolument... on ne peut pas commencer un débat comme ce qu'on a un petit peu entendu là, celui dont on vient d'entendre l'extrait, avec cette espèce d'amalgame un petit peu scabreux. Il y a deux choses différentes, avec deux modalités différentes de procéder. On peut en discuter, on peut dire qu'une telle est plus choquante qu'une autre, etc. Mais en tout cas, il faut déjà bien nommer les choses. Quant à faire mourir ou laisser mourir, je ne suis pas d'accord avec le faire mourir. Je n'ai pas le sentiment, lorsque, soit en tant que réanimateur, je suspends une ventilation artificielle, où là on peut dire à la limite, on n'est que dans le laisser mourir, puisque c'est la maladie qui va l'emporter. Mais pas non plus si je donne une substance létale à quelqu'un qui est dans une situation de souffrance absolument réfractaire du fait de sa pathologie, de le faire mourir. Ce qui va le faire mourir, c'est sa maladie. C'est ou la somme de ses maladies, ou la somme de ses pathologies, ou un grand âge qui, au bout d'un moment, provoque l'usure de l'organisme qui va aboutir à ça. Ce qui m'est demandé en tant que praticien dans une demande d'aide active à mourir, c'est pas de me faire mourir, c'est de m'aider à en maîtriser mieux le moment et les conditions. Les gens n'ont pas envie de mourir. Peu de gens, très peu de gens ont envie de mourir. Même les personnes qui demandent l'euthanasie, enfin l'aide active à mourir ou l'aide médicale à mourir, donc suicide assisté ou euthanasie, la première chose dont ils ont envie, c'est de vivre. Ce serait de vivre. Ils aimeraient tellement vivre. Mais la situation dans laquelle
ils sont, à laquelle ils sont parvenus, ne leur permet plus de raisonnablement espérer quoi que ce soit. Et ils savent même que ça va aller de pire en pire. Donc, ils ne nous demandent pas de les faire mourir, ils nous demandent de les aider maintenant à mourir un peu plus tôt et un peu moins mal qu'ils ne l'auraient fait si on laissait les choses se faire. Donc si je vous comprends bien, le fait que dans le projet de loi ou dans l'avant-projet de loi, on parle principalement d'aide active à mourir, c'est un progrès, parce que c'est une sémantique qui est claire et qui évite les amalgames. Martine Lombard ? Oui, c'est vraiment un progrès. C'est conforme d'ailleurs à l'avis du CCNE qui utilise entièrement les mots « aide à mourir » tout au long de son avis. Et plus de tout, en fait, les mots d'euthanasie, sauf accessoirement pour l'opposer éventuellement à suicide assisté. Ce que fait la loi donc, va dans le bon sens. À mon sens, pourtant, ce qui a fuité du projet de loi ajoute aux conditions que posait la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, je commence un petit peu, en tant que juriste, à me demander si ce modèle français est bien raisonnable. Pourquoi ? Les conditions qui étaient énoncées dans l'arrêt Mortier de la Cour européenne des droits de l'homme étaient au nombre de 3. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, une demande qui doit être libre et faite en connaissance de cause par le malade. Et puis, la Cour européenne notait la situation médicale irrémédiable. Et enfin, des souffrances perçues comme intolérables par le malade. Ça, ce sont les 3 conditions qu'on retrouve dans toutes les législations sur ce terrain. Mais il en existe une 4e qui a été ajoutée par les États américains, notamment le fameux État de l'Oregon, qui a été le premier à permettre ce qu'ils appellent une mort dans la dignité. Et cette condition, c'est que le malade n'a plus qu'une espérance de vie d'un maximum de 6 mois. Ce modèle de l'Oregon a été vu comme quelque chose de bien par un certain nombre de personnes, et notamment par Régis Aubry, professeur de médecine, spécialiste des soins palliatifs, qui est allé sur place et qui a trouvé que c'était d'autant mieux que on voyait que le nombre de personnes qui recouraient à cette aide active à mourir était vraiment limité. À l'époque, c'était 0,2%. Il disait que c'était un chiffre stabilisé. En fait, ça a été multiplié par 3 depuis qu'il y est allé. Mais bon, il reste que ils aiment bien ce modèle. Et le modèle français s'inspire clairement, en fait, du modèle de l'Oregon en introduisant cette 4e condition d'un pronostic vital engagé à moyen terme. À court ou moyen terme. Et beaucoup de médecins, d'ores et déjà, disent « Mais moi, je ne sais pas attester qu'un malade n'a plus qu'une espérance de vie de moins de 6 mois. Qu'est-ce que le moyen terme ?» Et pour le moment, dans ce qui a fuité, on parle simplement de moyen terme sans le définir. Je crois qu'il faudrait à tout le moins dire que ça peut être conçu comme allant jusqu'à 12 mois. Mais là où le projet de loi n'est pas mal, au contraire, c'est qu'il s'éloigne du modèle de l'Oregon. Alors franchement, en abandonnant cette idée d'une mort solitaire, qui était celui du modèle de l'Oregon, où le malade devait absorber tout seul le produit létal, sans aucune aide médicale. Au contraire, dans cet avant-projet de loi, il est prévu un accompagnement par le médecin. Donc, il est prévu que, par principe, c'est le malade qui doit lui-même absorber la substance létale, sauf s'il n'est plus en état physique de le faire. Et dans ce cas-là, le produit létal peut lui être administré par un tiers. Ça, c'est une rupture avec le modèle de l'Oregon. Et de ce point de vue-là, c'est un bon projet. Merci. Dr Blum, si vous voulez. Oui, la question du terme ou du délai est absolument fondamentale, et le fait de ne l'évoquer qu'évasivement dans une loi va nous mettre dans une situation bien embarrassante. On le voit déjà avec la loi Claes-Leonetti et la notion de maladie fatale à court terme. La loi n'en dit pas plus, et la Haute Autorité de Santé derrière précise d'ailleurs influencée évidemment par le corps médical, indique quelques heures à quelques jours. Et si elle est si peu appliquée déjà, cette sédation dite profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire qu'effectivement on endort le patient et on attend que le décès survienne, si elle n'est appliquée que dans, on estime, 1% des situations terminales. Il y a 1-2 études qui le chiffrent. C'est bien parce qu'il y a très souvent, et pour assister à des discussions autour de cas de patients de façon pluri-hebdomadaire qui portent là-dessus, on a toujours une
espèce de doute et une difficulté à dire oui, probablement ce sera moins de 2 semaines. Puisque c'est un peu ça l'idée de la loi actuelle, en tout cas celle de 2016. Donc il en sera de même quand il s'agira de dire moyen terme, qu'est-ce que tu estimes par moyen terme, comment pouvons-nous en juger. Donc effectivement, à partir du moment où on introduit cette notion-là, qui n'est pas dans les modèles européens d'aide active à mourir, Madame Lombard, vous me contredisez si je dis un truc faux, mais c'est dans les États américains ou en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., qu'on trouve cette notion de 6 voire 12 mois en cas de maladie neurodégénérative. Mais ça, c'est quelque chose que nous, qu'en Europe, nous n'avons pas. Donc ça va nous mettre dans un embarras absolument fou, et ça remet en cause à nouveau, finalement, la légitimité, la force de la légitimité de la demande d'un patient. Un patient comme le fameux Ramon Sampedro qui a donné lieu au film Mar Adentro sur une demande de fin de vie assistée 27 ans après la survenue d'une tétraplégie. Lui, il avait peut-être encore 27 ans devant lui. Et pour autant, il a bataillé et fini par obtenir, mais de façon clandestine, ce à quoi il voulait en arriver. Et pour effectivement, là par contre, également, je rejoins Madame Lombard sur le côté assistance absolument nécessaire si on légifère en faveur d'un accès à l'aide active à mourir. Pitié, tout sauf le patient laissé soit dans sa solitude, soit dans les mains de seuls. Donc solitude comme en Oregon dans un certain nombre de cas, en tout cas environ 50% des cas. Dans d'autres cas, le patient est assisté, ou laissé dans les mains de bénévoles, tel qu'on le voit dans la situation suisse, où il peut y avoir effectivement des professionnels soignants, mais pas forcément. Et donc, il me semble que là, mais on touche peut-être à quelque chose de beaucoup plus viscéralement, difficilement admissible par nous médecins. Il faut que nous endossions, à mon sens, la responsabilité et d'être l'accompagnant à la fois par notre savoir technique et par notre fraternité, dès le début et jusqu'à la fin. Ça me permet de rebondir un peu sur votre propos, sur une question qui moi, me paraît effectivement très importante. Dans votre livre, vous dites que le droit vous parlez de droit de mourir, vous dites que c'est une liberté à double face. C'est la liberté comme droit de disposer du droit à mourir, et puis vous ajoutez, c'est aussi la liberté de bénéficier par la loi d'un tiers chargé d'aider à mourir. Le tiers, c'est le corps médical. Donc c'est un droit qui est à la fois un droit liberté, mais c'est un droit créance, parce que pour pouvoir réaliser ce droit, il faut l'aide de l'État. Enfin, en France, c'est plutôt de l'État. Et donc, comment est-ce que vous... par exemple, pour l'avortement, on a une clause de conscience qui permet aux médecins qui sont hostiles à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse, de l'effectuer. Comment vous envisagez cette question de l'accompagnement, de l'aide à mourir, justement, techniquement parlant, pour éviter les abus, justement? Alors, c'est vraiment une question extrêmement difficile. Une certaine catégorie de mes confrères est extrêmement hostile à cette évolution-là. C'est notamment le cas des collègues avec qui je travaille tous les jours de soins palliatifs qui, dans leur quasi-totalité, ne veulent pas entendre parler de ça. C'est beaucoup moins net quand on s'adresse à des professionnels d'autres spécialités ou à des médecins généralistes, à des infirmiers également qui n'ont pas la même vision. Et quand on reprend certaines études effectuées soit auprès de professionnels de réanimation, soit auprès des professionnels de la FEA par exemple, certains types d'hôpitaux privés à but non lucratif, une étude faite dans une région française par un comité d'éthique régionale. Bref, on a des choses beaucoup plus nuancées, voire un nombre de professionnels qui sont beaucoup plus désireux, ou en tout cas qui se déclarent en aptitude à s'inclure dans ce projet-là. Et ce projet, quand il y a une demande d'aide active à mourir, eh bien, il y a 3 niveaux qui, effectivement, sont pour chacun une forme de révolution culturelle que nous devrions faire sur nous-mêmes par rapport à ce que nous avons appris à faire et ce dans quoi on a été baigné sur le plan hippocratique notamment. C'est d'abord d'examiner la demande de la personne. Et il me semble qu'on ne peut pas se dédouaner en tant que professionnel de santé de cet examen, ne serait-ce que pour
proposer éventuellement des choses qui n'auraient pas été déjà proposées à la personne qui fait la demande. Elle ne bénéficie pas de soins palliatifs, elle aurait peut-être pu avoir un tel ou autre type de traitement. Deuxièmement, la prescription. Et troisièmement, l'administration et l'accompagnement qui va avec, qui inclut donc l'accompagnement des survivants et des proches. Alors oui, c'est un twist copernicien absolu pour beaucoup d'entre nous. À la rubrique « Ce que vous nous demandez là n'est pas un soin ». C'est un mantra qu'on entend beaucoup et qui a son sens, enfin, que moi j'entends parfaitement. Moi j'estime, et nous sommes un certain nombre à estimer, dans mon hôpital par exemple, nous avons fait des focus group où vraiment il y avait un partage de cette opinion-là assez large, que cela peut faire partie d'un soin dans la mesure où c'est le résultat, cela émane de la demande d'un patient. Mais il faudra bien prendre garde, et là je parle au nom de mes amis, enfin ceux avec qui je travaille mais vraiment tous les jours, et que je suis triste de blesser par ma position, qu'il y ait le moins de violence possible également pour eux. Martine Lombard, faut oui, agir. je voulais rebondir sur ce que vient de dire le docteur François Blot. Je ne sais pas s'il a lu d'ores et déjà un article qui vient de paraître dans le journal international de médecine et qui, à la suite d'une enquête, montre que 63% des professionnels de santé se déclarent favorables à la légalisation de l'aide à mourir. 63%. C'est un article en anglais, j'imagine? Non, en français. Ah oui, non. Dans le gym, on trouve aussi parfois du français. D'accord, tant mieux. Et en fait, c'était les 3/4 même pour les infirmières. Et pour les médecins, 58,5% étaient favorables à la légalisation de l'aide active à mourir. Ça, je crois que c'est une révolution qu'on ne perçoit pas suffisamment parce qu'on n'entend quasiment que la SPAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dont la présidente est très dynamique, la docteure Claire Fourcade, et qui laisserait entendre que tous les médecins seraient opposés, ce qui n'est manifestement pas vrai. Ce qui est assez contre-intuitif, c'est que en fait, ce sont les spécialistes des soins palliatifs qui sont hostiles à l'aide active à mourir, si je vous ai bien compris. Oui, absolument, mais là aussi, justice doit leur être rendue d'avoir créé, il y a 30 ans, une spécialité qui n'existait pas. Nous étions face au cancer et surtout face au sida qui venait d'émerger en 81 et jusqu'à 95, on ne savait rien faire. Et donc, on mourait, et là, en l'occurrence très jeune, dans des très très mauvaises conditions. Ils ont créé, à la fois par l'approche de la douleur et par l'approche de l'accompagnement, par l'approche du soin psychique, quelque chose qui n'existait pas. Donc, ils ont construit une spécialité d'une très très grande qualité. Maintenant, la question qui se pose un peu, et j'espère ne pas être trop provocateur à leur égard s'ils m'écoutent, mais est-ce que c'est pas au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment une espèce de sentiment de propriété un petit peu et de capacité d'avoir acquis la totale connaissance et exclusive, le monopole de la fin de vie. Moi, je pense que l'idéal, mais on n'y est pas encore, ce serait d'arriver à faire vraiment avec eux. Dans l'hôpital où je travaille, donc un hôpital de cancérologie, il y a une nette différence dans la façon de décéder à toutes choses égales par ailleurs, maladie cancéreuse identique, âge identique, etc., entre les personnes auxquelles on a proposé l'accès à ne serait-ce qu'une consultation de soins palliatifs ou la vision, la discussion et la prescription par les collègues de soins palliatifs, et ceux qui n'y ont pas accès. Donc, j'allais dire c'est les meilleurs. Il y a des fois ils sont pas bons. Enfin, nous aussi réanimateurs, il y a plein de fois on n'est pas terrible. Mais ils ont un blocage sur cet accès à la demande d'aide active à mourir. Et ça, pour moi, c'est très très embêtant. Mais ils ont aussi un savoir-faire à la fois humain et technique dont il serait vraiment dommageable de se passer. Donc moi, un peu mon travail au quotidien auprès de mes 5-6 collègues de soins palliatifs, c'est d'essayer de faire passer l'idée que on n'est pas un hérétique et on ne va pas à l'encontre de leur éthique fondamentale en accédant à cette demande dans un certain nombre de cas, à condition d'y mettre toute la méticulosité nécessaire. Merci. Si vous voulez, peut-être on va passer maintenant à un autre dernier point qui est en fait l'exposition ou l'exposé plus directement des adversaires de cette aide active à mourir, ceux
ceux qui le refusent pour des raisons de principe qui sont tout à fait acceptables d'ailleurs, que vous appelez, Dr Blou, les impératifs catégoriques, pour reprendre l'expression de Kant. On va écouter tout de suite un point de vue qui est celui du père Herriot dans une intervention qu'il a faite à l'Institut catholique de Vendée, qui est disponible sur Internet, et c'est là que je l'ai trouvé, et il va définir, ou décrire plus exactement, le point de vue de l'Église. En clair, le point de vue de l'Église catholique sur la question, vous le connaissez, le pape, il vient de le redire. La vie, c'est Dieu. Nous venons de Dieu, donc la vie est un don. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la vie aussi, c'est notre fin. Nous allons vers Dieu et la vie est notre but. Voilà. Donc, la question, elle est connue. La vie étant un don, nous n'en disposons pas comme nous voulons, mais nous sommes que des intendants de cette vie. Et c'est ce qui explique évidemment que nous demandons le fait de dire nous arrivons à la fin de notre vie de manière naturelle. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit accompagnée, bien évidemment. Merci. Martine Aumard, est-ce que vous voulez réagir à ce point de théologie chrétienne? Je respecte vraiment cette déclaration de certaines valeurs religieuses. Je ne peux pas faire autrement que les respecter. D'ailleurs, je souhaite que, bien évidemment, il le faudra absolument qu'il y ait une clause de conscience pour les médecins qui peuvent, de par leurs convictions, de toutes sortes d'ailleurs, ne pas vouloir participer à une aide active à mourir. Ce que j'apprécie aussi dans ce qu'il a dit là, c'est qu'il n'avance pas masqué. Ce qui m'a un peu frappé au cours des mois qui précèdent, et dont le journal La Croix, l'excellent journal La Croix, rendait compte d'ailleurs de façon très, très franche, c'est que la Conférence des évêques de France a adopté une stratégie, c'était le mot qui était employé par le représentant de la conférence de la Conférence des évêques de France, une stratégie consistant à ne pas apparaître en premier, mais à laisser en première ligne les soignants. Et il était ajouté, et cela a fonctionné parce qu'ils ont réagi, et on citait bien sûr la réaction de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et d'autres organismes qui se sont joints à elle. J'apprécie quand les convictions religieuses sont dites clairement et encore une fois, n'avancent pas masquées. Moi, j'ai relu récemment la lettre pastorale des évêques de France du 8 novembre 2022 qui réagissait à l'avis du Comité consultatif national d'éthique et qui disait « Il faut faire le choix de la fraternité ». Mais la fraternité, il faut bien la comprendre, cette lettre pastorale. La fraternité, elle est bien sûr celle de ceux qui accompagnent le malade, qui doivent rester auprès de lui, qui doivent chanter des psaumes auprès de lui, etc. La fraternité, elle est aussi attendue du malade lui-même. Et ça apparaît très clairement dans cette lettre pastorale des évêques de France. Le malade ne doit pas demander à autrui de commettre un péché. Et il commettrait un péché s'il demandait à autrui de l'aider à en finir plus vite. Donc c'est un devoir de fraternité qui est très différent, en fait, de la fraternité républicaine telle qu'on l'entend. Et lorsque j'entends certains me dire, m'opposer la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, en entendant la fraternité comme je viens de le décrire, là j'ai un peu dit, ok, je me dis non, ça c'est une autre notion, et il faut la connaître, une notion religieuse. Merci. Dr Blou, est-ce que vous voulez... Oui, un petit ajout, mais Madame Lombard a déjà tout dit. On ne peut pas nier effectivement que nous sommes issus d'une culture et d'un bain judéo-chrétien et tout un croyant que je sois, j'en suis malgré tout l'héritier, mais j'ai pas l'impression que dans ce à quoi nous accéderions, enfin pour reprendre Brassens, je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Et j'ai le sentiment que cette fraternité laïque, je peux l'apporter, les médecins peuvent l'apporter, la société peut l'apporter, sans exiger de contrepartie fraternelle de la part du patient. Effectivement, c'est un peu aussi ce qu'on trouve chez certains philosophes, comme Lévinas. C'est une fraternité sans réciproque. C'est-à-dire qu'on arrive nus, en quelque sorte, face à une demande qui nous est faite. Nous avons acquis une certaine technique, mais nous ne sommes pas seulement dépositaires de cette technique, nous sommes aussi dépositaires de ce devoir d'accompagnement et d'écoute d'un patient sans chercher à en juger la légitimité ou pas de la demande.
Quant à le petit mot sur, je ne sais plus comment la BRIO a dit les choses, mais une fin de vie de façon naturelle. Oui, il y a 50 ans sans doute. Il y a encore quelques siècles et jusqu'à il y a quelques temps, on mourait de façon souvent naturelle. Sauf que, et ça reprend un petit peu ce qu'on disait au tout début, il n'y a plus grand-chose de naturel de nos jours. Il y a une assistance de tous les instants, on est polymédicamenté, on est polytraité, on est vu par X docteurs, quand il en reste, mais on a une fin de vie, enfin une vie déjà, puis a fortiori dans les dernières années, qui est extrêmement maintenu, soutenu, en partie artificiellement. Alors, c'est évidemment, la caricature, c'est la réanimation, mais même quand on vit chez soi, tout le monde a son pilulier ou des choses à prendre. Donc, est-ce que il ne s'agit pas d'en concevoir une culpabilité sociétale ou philosophique en se disant, comme j'ai lu dans un article de Roland Schwetzhoff qui disait que cette réponse d'aide à mourir était une réponse d'une société ou de médecins qui se sentent coupables, comme Richard III d'eux. C'est pas une question de culpabilité. Moi, je me flagelle pas en me disant, oh là là, mon Dieu, qu'avons-nous fait, nous, les médecins? C'est un fait. Nous sommes face à ça. Maintenant, est-ce qu'on choisit d'y répondre ou pas, ou de tourner les talons quand cette demande nous est faite et que nous estimons que nous ne voulons pas y accéder? La question, elle est là. Alors, juste en écoutant ce que disaient les propos de la BRIO, je me suis quand même dit qu'il y avait quand même une similitude frappante entre le discours de l'Église sur la fin de vie et le discours de l'Église sur l'avortement, puisque c'est la même logique. À partir du moment où la vie est un don de Dieu, seul Dieu peut reprendre ce qu'il a donné, donc il est interdit à l'homme de choisir sa destinée. Donc, est-ce que cette similitude vous paraît aussi fondée? Est-ce qu'on ne doit pas raisonner un peu dans les mêmes termes? Elle est flagrante, cette similitude, notamment de la part des différents groupes qui s'expriment sur Internet et qui sont très actifs sur Internet pour lutter contre, c'est toujours l'avortement, le mariage pour tous et ce qu'ils appellent l'euthanasie. Notamment des sites comme Génétique, qui est financé par la Fondation Le Jeune, Alliance Vita, l'Institut européen de bioéthique, sont tous animés par le même combat contre l'avortement et l'euthanasie, au nom en fait des mêmes conceptions, des mêmes valeurs, qui sont effectivement des valeurs largement religieuses. Ce sont des combats très similaires en fait. Je repense à ce qui était encore dit dans la lettre pastorale des évêques de France. La vraie liberté est de reconnaître que nous ne nous appartenons pas. Voilà ce qu'on nous oppose régulièrement. Et je crois que pour moi, la liberté, c'est de s'appartenir. Docteur Blum, est-ce que vous voulez rajouter? Oui, ben dans le prolongement de ce que vient de dire Madame Lombard, c'est la fameuse question éternelle, philosophique de être un corps ou avoir un corps. Est-ce que nous pouvons disposer de notre vie ou de notre mort? Est-ce que nous avons les moyens de reprendre une forme de contrôle par rapport à ça? Moi, on entend beaucoup également dans les critiques qui sont faites, mais qui vont avec celles d'ordre religieux, d'une évolution dommageable vers une société utilitariste, conséquentialiste, jeuniste, validiste, et que tout ça, c'est bien dommage, et il faudrait arriver à mettre un frein à tout ça et revenir, et pourquoi pas revenir en arrière. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas, s'il faut se dire que de privilégier mieux, de mettre en lumière le principe d'autonomie, qui fait partie des 4 grands principes fondateurs de la bioéthique depuis une quarantaine d'années, et qui est quand même bien commode. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, c'est comme ça. On aspire de plus en plus à faire respecter cette autonomie, ce libre arbitre. Et cela fait... Alors évidemment, ça nous amène à être davantage dans le contrôle. Ça nous est aussi beaucoup objecté. Vous cherchez à contrôler, vous cherchez à maîtriser, laisser faire. Alors c'est soit le don de Dieu, soit la mort naturelle. Bon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre,
on n'a plus la même approche vis-à-vis du destin, de la fatalité, de la mort qui vient, ou de son côté naturel ou pas, qu'il y a 50 ans. C'est comme ça. Quelle réponse apporte-t-on à l'évolution de nos mentalités? Nos mœurs changent, nos mentalités changent. Est-ce en bien ou en mal? Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, je vais peut-être poser une dernière question. Je vais essayer. Enfin, il y a beaucoup d'objections à cette aide active à mourir. Il y en a deux qui m'ont paru frappantes, enfin, qui sont très récurrentes. C'est l'argument d'abord économique. On ferait ça pour l'aide à mourir, permettrait d'économiser de l'argent, et ça serait une justification économique à cette grande révolution éthique, si on peut dire. C'est un premier argument. Et puis, un autre argument très classique qui est constamment utilisé, qui est le fameux argument de la pente glissante. On admet cela, alors à ce moment-là, si on admet cela, alors on admettra tout. Martine Lombard, est-ce que... Oui, sur le premier argument économique, il me fait vomir, en fait. Je ne crois vraiment pas que, à travers les propos, par exemple, du docteur François Blot, on puisse y trouver une motivation économique. Et pourtant, il a fait un long cheminement, si j'ai bien compris, lui permettant d'être d'abord hostile à l'aide active à mourir, et puis finalement de se dire que il pouvait y avoir aussi, au nom de la solidarité, pas seulement de l'autonomie, une forme d'aide de cette sorte. Quant à la pente glissante, il est vrai qu'il y a un temps d'appropriation de la loi, et par exemple en Belgique, on a bien vu que ce n'est qu'au bout de 10 ans à peu près d'application de la loi que tant les malades que les médecins se l'ont approprié. Donc il y a effectivement aux alentours de 2010 une forte augmentation des cas. Et puis ensuite, depuis quelques années, cela se stabilise autour de 2,5%. 2,5%, c'est un chiffre intéressant d'ailleurs. Ça correspond au chiffre que le CCNE cite comme étant celui de ceux qui, étant en service de soins palliatifs, demandent pour autant à être aidés à mourir. Je crois qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a 3% de personnes pour lesquelles cette aide est absolument nécessaire. Alors on pourrait me dire, 3% c'est pas beaucoup, on va les laisser tomber. Moi, là, pour le coup, je trouve ça aussi obscène de les laisser tomber. D'accord. Merci. Docteur Blot, mot final. Oui, alors pour reprendre un peu ce qu'a dit Madame Lombard tout à l'heure, j'étais pas hostile au début, mais j'étais dans une vision qui était celle du professeur Sicard des années 2000, de celle de l'exception de l'euthanasie, de quelque chose qui devait rester dans... et je pense que, enfin, je le cite non pas pour me justifier d'eux, mais parce que je pense que c'est important, c'est encore beaucoup dans les arguments qu'on trouve actuellement, qui sont de dire, voilà, ça mérite pas de passer au rang de loi, on ne légifère pas pour une minorité, et quand il y a des cas extrêmement douloureux, ce que nous ne nions pas, et là il y a plein de guillemets qui ont précédé le début de cette phrase et qui la boucleront, eh bien dans ces cas-là, il faut que ça reste de l'ordre de la singularité, de l'examen au cas par cas, voire éventuellement de l'examen par un juge derrière, mais qui sera... donc voilà, moi j'étais dans cette position-là, je me suis aperçu qu'elle était intenable. C'est-à-dire qu'en mettant les mots sur un papier, je me rendais compte que c'était la porte ouverte à l'arbitraire le plus absolu, et que ce colloque singulier, si on avait la chance de tomber sur quelqu'un qui effectivement était un petit peu compatissant, on allait obtenir quelque chose, sinon non. Quant à la pente glissante, je pense qu'on fera d'autant plus le lit de la pente glissante qu'on verrouillera mal ce que l'on met en loi actuellement. C'est-à-dire que si on restreint un maximum les choses et qu'on ne borde pas, on ne laisse pas un certain nombre de critères à l'étude, on sait que le président Macron a proposé, quand il a défini les premiers contours, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait les maladies fatales à moyen terme. Donc, quid un jour des gens qui vont s'estimer être hors du cadre vont forcément demander à leur tour, qu'on ne parle pas des mineurs, qu'on ne parle pas des pathologies psychiatriques, qu'on ne parle pas des personnes qui ont perdu leur discernement. Si on met un nombre de critères extrêmement restreint maintenant, il ne faudra pas s'étonner que dans les années qui viennent, il y ait des tentatives ou des tentations de faire bouger ça. Donc, à mon sens, essayons de raisonner bien maintenant et de façon plutôt large et de bien réfléchir à la méticulosité de l'examen des demandes, quitte à avoir un critère d'examen assez large, ça évitera de glisser.
Merci beaucoup. Moi, je voudrais simplement proposer aux parlementaires de lire vos deux ouvrages. J'ai peut-être rajouté juste un mot à l'attention de Martine Lombard. Je trouve ça très bien qu'une juriste se soit penchée sur ces questions. Je suis frappé que sur ces questions d'éthique, les juristes sont pratiquement jamais sollicités, comme si on était trop stupide pour raisonner en termes d'éthique ou en termes de droit. Je pense que les juristes peuvent apporter beaucoup de choses, de même que les médecins. On les mobilise pas assez. Et puis les médecins comme Dr Blo, qui parlent aussi d'éthique et qui réfléchissent, sont aussi très importants pour la réflexion collective. Donc je conclurai cette émission en invitant les lecteurs, les auditeurs à lire ces deux ouvrages qui sont, à mon avis, capitaux pour une réflexion rationnelle et profonde sur une immense question. Merci à tous deux. Merci à vous de votre invitation. Assas Podcast.